qu'on va entrer dans la compréhension de la mécanique vibratoire, on va se rendre compte que l'espace, c'est pas ce qu'on pense. Dans le sens que ce qui vibre exactement à la même fréquence est nécessairement en communication. Donc, il serait possible de créer des véhicules qui bougent pas. OK, mais là, est-ce que tu ferais le pont entre ce concept-là et celui d'intrication quantique, où deux atomes qui ont déjà été en contact, même s'ils ne sont plus en contact sur le plan physique, vont connaître des modifications similaires à distance ou... Non, parce que c'est par rapport à même le vibratoire va au-delà du moléculaire. OK. La vibration, elle peut exister sans qu'il y ait de quoi de mis en vibration. C'est pas besoin d'avoir nécessairement des particules. On n'est même pas rendu nécessaire d'être rendu là encore. Il y a plus subtil encore. La vibration, elle peut, à mes yeux, exister sans faire vibrer quelque chose. Parce que c'est comme des ondes, c'est comme des fréquences. Mais même là, c'est des fréquences que t'as pas besoin de... Non, ce serait plus question de créer des trous entre les particules. OK. Des tunnels. Tu n'auras même plus besoin de véhicule. Tu vas entrer dans une porte puis sortir ailleurs, l'autre bord. Ben, il y a le concept qui a été décliné dans la télésérie Stargate, la porte des étoiles, où il y avait des portails, puis on passe d'une réalité à l'autre en franchissant la porte, là, ouais. Oui. Parce que l'espace-temps est lié à la mémoire de la forme, mais ça existe, c'est relatif, là. Dans le sens, la forme, elle peut se reconfigurer ailleurs dans l'espace. C'est juste une question de... Comment je pourrais dire ça? Ça revient un peu comme l'affaire... il y a une diffraction à l'infini puis ça engendre l'infinité. Comment je pourrais dire ça? C'est des concepts difficiles à mettre dans des mots. Mais c'est un peu comme si je prends ton ADN puis que je le reconfigure parfaitement, ça sera pas toi. Mhm. Ça va être un Claude, Ouais. si on peut dire. Ça veut pas dire que par la sympathie fréquentielle, vous pourrez pas être en communication télépathique. Ça serait il y aurait le même genre de relation entre... OK, donc autrement dit, si la personne reconnaît l'autre qui est son clone parce qu'il a la même signature vibratoire, ben, il va interférer avec lui comme si c'était ça peut la même version être d'origine. inconscient. OK. Tu sais, imagine, j'ai fait un clone de toi, puis tu le sais pas, puis il est enfermé dans un institut ailleurs. Puis là, de temps en temps, la nuit, t'as des rêves où t'as des flashs de la vie de ton clone. Mais s'il y a une sympathie fréquentielle, Mhm. vous avez le même ADN. De la même façon que t'as des phénomènes télépathiques chez les jumeaux. Pourtant, c'est pas la même personne. Mais C'est un pas la peu même... sympathie fréquentielle, tu l'entends ici dans le sens que, par exemple, c'est comme si c'était deux antennes qui sont programmées pour capter le même type de message ou d'émettre la même Ils chose. vont capter le même type de message à cause d'une nature semblable. C'est comme, admettons que j'ai réussi à fabriquer un objet en partie sphérique dans un métal extrêmement dense, puis je le fais vibrer extrêmement à une fréquence précise, très rapidement. Puis j'ai le même objet qui existe en réplique ailleurs, puis je réussis à le faire vibrer en parfaite syntonie. Mhm. Il vibre exactement de la même façon. Bon, ben, techniquement, l'espace entre les deux devient. Il va y avoir il peut se créer un tunnel entre les deux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. L'espace, c'est une illusion. Mhm. Tu vas pouvoir. Je vois pas pourquoi on pourrait pas passer d'un corps céleste à un autre, juste simplement parce que il est lié vibratoirement. Ils sont liés vibratoirement. Puis que ça crée des tunnels, si tu veux, dans l'espace puis le temps. Ça serait atteindre l'ultime technologie de transport, c'est celle qui élimine l'espace. Mhm. Puis même du coup le temps. Dans le sens, ça sera pas long, là. Je veux dire, c'est instantané. Parce que toute ta masse puis ton énergie est transférée d'un coup. Je veux dire, c'est automatique, c'est instantané.
Mais c'est pas un autre toi qui a été reconfiguré ailleurs. S'il y a un voyagement de cette façon-là, c'est vraiment l'espace a été éliminé. Ça a plié le temps. Mais là, ces technologies-là, vibratoires, dans le sens, faudra aboutir à une physique qui va au-delà même de la physique quantique, dans le sens, on se rendrait compte que il y a, même la multitude est une illusion. Je veux dire, même tout notre plan matériel tellement dense, tellement réel, Mhm. devient une virtualité comme les autres. Puis il n'y a plus de... Mais là, à ce moment-là, il n'y aura plus de... le- C'est comme, on parlait le schizophrène, là. Mhm. Ben là, il va pouvoir être en psychose tant qu'il veut. Il va percevoir même la réalité dans sa psychose parce que ça va en être une. Dans le sens que l'espèce de différenciation qu'on fait entre le corps et l'esprit, entre notre psychisme puis notre matériel cellulaire, puis il n'y en a pas de séparation, il n'y en a pas de... Je veux dire, Ben, c'est il y ça, a- au sens absolu, il n'y en a pas. Tout ça, c'est le même continuum énergétique. ben oui, mais même le dégradé Mhm. qui va engendrer qu'on va aller vers du plus dense pour dire bon ben j'ai une jambe puis je peux me casser la jambe. Ça va devenir ça fait partie des lois d'infinité, mais c'est pas l'ultime réalité. Donc peut-être qu'un jour on va aboutir à des humains qui peuvent modifier leur corps, qui peuvent voyager dans le temps, dans l'espace, mais là rendu là, il va être devenu l'extraterrestre, il va être devenu les dieux. Ben, il va devenir un humain extra. Ouais, mais à ce qu'on semble percevoir puis se rendre compte, pas besoin d'être supérieurement intelligent ou moralement parfait pour atteindre ces niveaux de vie, parce qu'il semblerait qu'on est en contact avec des formes de vie qui ont ces capacités-là, mais qui sont pas plus intelligentes que nous autres. C'est une illusion. L'être humain est très, très, très intelligent. C'est peut-être même la forme de vie la plus intelligente qu'il y a eu. C'est surprenant de dire ça, mais c'est parce qu'on a affaire à des formes de vie avant qui n'avaient pas besoin d'être intelligents. Au sens où nous, on l'entend. Mhm. Mais l'ego humain, c'est une nouveauté. C'est à la fois la faiblesse puis la force de l'être humain. Mais c'est comme là, dernièrement, ils ont découvert, ils appellent ça des baleines à quatre pattes. C'est un mammifère moyennement grand qui serait l'ancêtre des baleines, puis qui est une cochonnerie vraiment laide avec une fourrure puis quatre pattes. Puis je regardais ça hier, puis je me demandais intérieurement, je dis, c'est-tu vraiment l'ancêtre des baleines, cette affaire-là? Mhm. Puis finalement, intérieurement, ce qui me venait, c'est que oui, puis que, mais que, là, je dis oui, mais pourquoi être allé d'un être qui avait en tout cas pour voir plus handicapé à mes yeux, mais c'est tout de l'illusion, ça. Techniquement, je veux dire, on n'est pas si... je veux dire, tu fais juste changer quelques petits brins de... Tu fais juste changer un petit peu la génétique d'une créature, puis t'aboutis à quelque chose de complètement différent. Notre univers n'est pas aussi vaste qu'on le pense. C'est simplement, on dirait, la possibilité de permutation qui va jusqu'à l'infini, qui a engendré l'espace puis le temps. Puis, d'une certaine façon, cette bébite-là, c'est aussi, d'une certaine façon, notre ancêtre, en même temps que ça ne l'est pas. Mais c'est juste que on a au niveau de notre structure, on a des choses en commun. Donc, on n'a pas le choix de partager même des choses sur d'autres plans plus subtils. Dès qu'il y a un alignement, Ben, on dès que partage le même champ quantique, c'est-à-dire tout ce qui existe, qui est déployé sur le plan phénoménal, est soutenu par la réalité au niveau nouménal ou de l'esprit dans lequel tous les éléments baignent. ouais, mais comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas le choix d'avoir même une familiarité au niveau lié à la loi des semblables. Tu vas être plus capable d'entrer en résonance télépathique avec des êtres comme ça qu'avec une araignée, là. Juste par la pointance de la structure génétique qui est semblable.
notre plan matériel, dès qu'il y a un alignement structurel, il commence à avoir du magnétique qui apparaît. Dès qu'il y a un alignement, dès que dès qu'il va y avoir une structuration, déjà, on arrive dans la polarité espace-temps. Là, il va y avoir un. Mais le côté de la sympathie fréquentielle, lui, il va voyager au-delà de ça. Donc, le fait qu'on peut considérer des créatures comme ça comme des ancêtres proches, c'est pas une parenté liée à la linéarité comme on l'entend. On est parents de facto, dans le sens que c'est au niveau de la sympathie structurelle de notre ADN qu'on est parents avec toutes sortes d'autres formes de vie, plus ou moins proches, voire une sympathie plus ou moins grande, mais pas besoin d'avoir une filiation linéaire comme on l'entend. C'est pas nécessaire. Je veux dire, même des branches qui poursuivent leur existence de façon séparée vont être encore liées. C'est plus dans ce genre-là. Je veux dire, l'être humain a une filiation avec toutes les autres formes de vie de la planète, semble-t-il. Peu importe qu'il y ait une Oui, filiation mais quoi qu'il linéaire. y a des choses, il y a peut-être des filiations par rapport à des espèces plus rapprochées. Si on pense entre autres aux singes où on partage le même code génétique à au-dessus de 90%. Ah oui. Mais à mes yeux, comme l'être humain, d'après moi, il y a plus de chances encore d'avoir des faits. Si on décide qu'on fait des expériences avec des animaux pour vérifier la télépathie, des phénomènes télépathiques, par exemple, Mhm. d'après moi, tu vas avoir encore plus de succès avec un porc qu'avec un singe. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des lois d'âme. Le porc, d'une certaine façon, côtoie l'être humain vibratoirement d'une façon collée sur lui depuis des millénaires. Mhm. Il y a déjà un contact de fait depuis longtemps. Puis le gène, puis l'être humain, Le le porc singe? puis l'être humain Oui. partagent des particularités communes qui leur viennent de leur vie en commun, comme certaines bactéries dans l'intestin, ainsi de suite. Juste par ça, il va être plus proche du porc psychiquement que du singe si on fait des expériences de ça, je suis certain. Même si avec le singe, on a déjà réussi dans des expériences à apprendre au singe le langage des signes, Ah pour oui, être capable même de là, s'exprimer sommairement, voir changer sa couche, avoir de la parce nourriture. que la télépathie, elle va s'exprimer par des images fugaces liées à souvent de l'émotivité ou à une ambiance comme sous-jacente. Le singe, lui, il va être mu, entre autres, par des désirs par rapport à l'être humain de réussir l'expérience pour avoir une récompense, par exemple. Tandis que le porc va être plus, va être moins. Le singe va avoir le défaut de sombrer dans l'intellect comme l'être humain. Il y a un développement d'un intellect naissant. Donc, il va être un récepteur moins intéressant. Il va bloquer à un moment donné. C'est certain que si on fait des expériences, par exemple, comme il y a eu à Montréal, qui a été fait avec des animaux de compagnie, les chiens sont très réceptifs à la télépathie. C'est sûr parce que il y a une proximité vibratoire psycho-affective avec l'être humain, Mhm. le chien, juste par son histoire, puis par tout le bagage mémoriel de tout ce qu'on peut associer de psycho-affectif au chien. Tandis que le singe, à moins de venir d'une communauté où on vit avec des singes, je pense pas que ça atteindrait des résultats aussi intéressants. Ben là, c'est peut-être quelqu'un qui aurait vécu toute sa vie avec des singes, là, peut-être, qui aurait eu des singes comme animaux de compagnie. Mais c'est des filiations qui vont bien au-delà, dans le fond, de. C'est un petit peu comme. Si tu regardes le chat a un cerveau plus proche de l'humain que le chien, Pourquoi? par la façon dont il est configuré. Là, si tu regardes la forme du cerveau d'un chat, déjà, tu vas te rendre compte qu'il est rond. Il est plus rond comme un cerveau humain, tandis que le chien a un cerveau allongé. Le chat, au niveau structurel, matériel, son cerveau ressemble plus à un cerveau humain qu'un cerveau de chien. Mhm. Pourtant, si tu expliques ça à du monde, tu veux dire le chat psychiquement est sans nul doute plus proche de l'humain que le chien, les gens ne le croiront pas. Parce que ce que les gens partagent avec le chien, c'est le côté animal social. Mais le psychique
Registre de l'humain est bien plus proche de celui du chat que de celui du chien. Là, je parle au niveau de tout un paquet de phénomènes par rapport à sa sensibilité, par exemple, par rapport à certains phénomènes. Mais au niveau psychologique, ce que je dirais, c'est que le chat est comme, à mon avis, un adolescent qui est indépendant, tandis que le chien est comme un jeune enfant qui aime avoir l'attention. Moi, ben, le chien étant un animal social, il a absolument besoin de toi pour survivre. C'est pour ça que les chiens abandonnés reforment des meutes entre eux. Tandis que le chat, il va être plus indépendant, oui, il va être plus individuel, parce que c'est pas un animal social autant que le chien. Mais justement, l'être humain, lui, il est entre les deux. C'est ni un animal totalement social, ni totalement indépendant. Puis, au niveau psycho-affectif, le chat va s'attacher à son maître comme un substitut de la mère, au fond. Puis, il va se servir du maître pour des raisons de survie. Mais donc, il va y avoir un côté affectif, mais c'est pas tout à fait pareil, en tout cas. Mais tu sais, juste pour Ouais. dire ça comme ça, là, je suis un peu déconcentré parce que j'ai entendu un téléphone. Non, non, je comprends ce que tu veux dire, mais tantôt, tu as amené des considérations en lien avec la physique, et puis, dans un enregistrement récent que tu as fait en lien avec le Yiking, tu faisais allusion qu'il existait une physique de l'oscillation. Et moi, j'étais curieux de connaître la différence entre la physique de l'oscillation versus la physique d'Aristote, ensuite la physique classique newtonienne et la physique quantique de Max Planck. On sait. C'est parce que, à un moment donné, si tu regardes la physique, si on prend la physique des particules comme on la connaît, à un moment donné, on arrive dans l'infiniment petit. Il y a des rapports entre les particules, mais il n'y a plus de structure. Il y a des ondes qui sont, en tout cas, qui peuvent être perçues. Mais à mes yeux, c'est-à-dire qu'il y a d'autres phénomènes qui vont régir ça. Comme par exemple, juste les phénomènes, les champs. Mhm. Donc, là, on peut entrer vraiment dans ce qui est au-delà comment je pourrais dire ça? Parce que vraiment, tu sais, je suis pas, j'ai jamais eu un intérêt pour la physique, vraiment, là. Mais juste le phénomène des champs. Des champs. Si on prend la physique de Newton, ben là, je veux dire, ça va pas jusque-là, là. Puis, je veux dire, ou la physique classique là, des mécanistes grecs, ils pouvaient pas. Ils ont été capables de spéculer jusqu'à l'idée qu'il y avait possiblement, à un moment donné, une division de la matière. On arrive à un point où la matière se divise plus. Mais ça n'arrive pas à l'idée qu'il peut y avoir des champs qui coordonnent ça au-delà. Dans le sens, à un moment donné, si on divise, si on arrive à plus petit puis qu'on redivise encore, là, on va être obligé de libérer de l'énergie. Mhm. OK, c'est correct. Mais l'affaire, c'est les lois qui vont régir cette énergie-là en dehors du moléculaire. On n'a aucune idée de rien. J'ai tout le temps pensé que l'espace, c'était une illusion. Dans le sens que, comme on nous l'a défini, comme justement dans la physique classique, là, l'espace qui était vraiment carrément un espace là, au sens drastique du terme. Mhm. Mais je suis persuadé que c'est une illusion. Dans le sens que j'ai même justement, ça je parle depuis des intuitions que j'avais étant enfant. Finalement, la science s'en va vers commencer à confirmer ça. C'est-à-dire que c'est l'information d'une certaine façon, c'est le mouvement qui vient créer l'espace. S'il n'y avait pas un mouvement oscillatoire des Mhm. particules, il n'y aurait pas d'espace. Mhm. L'espace lui-même, surtout à ce niveau-là, je veux dire, tout ce qui fait que ces choses-là existent sans exister au fond. Je veux dire, comme l'espace, il existe en tant que notion. Je veux dire, on peut, mais c'est au niveau de notre perception aussi. Mais je parle de l'espace en lui-même, en tant qu'objet en lui-même. J'ai tout le temps pensé que c'était une illusion. C'est le mouvement qui engendre l'espace.
Puis je pense que on a affaire à des principes d'expansion puis de contraction, mais pas au sens comme on l'entend. Je parle même comme on peut se le figurer intellectuellement. Il peut pas exister autre chose Mhm. que de l'oscillatoire dans le fond. Dans le sens que tout est interrelié, tout oscille. Pourtant, il y a des différents plans de densification au point où on peut parler d'un espace-temps où il y a de la mémoire de la forme, où des particules qui sont totalement en mouvement vont reconfigurer, recréer d'une façon linéaire des formes qui se dégradent ou pas selon des lois contextuelles. Donc, si l'espace, c'est vraiment l'oscillation qui vient créer l'espace, qui est vraiment l'espace, dans le fond, c'est le mouvement, si on peut dire, qui Mhm. vient créer l'espace, ça veut dire que même tout ce qui est au niveau de la physique, qu'on est arrivé là, à spéculer comme quoi que rendu à un certain point, on peut plus diviser sans libérer des formes d'énergie, que ça vient rejoindre justement ce qu'on parlait un petit peu la cabale. Mhm. Dans le sens, faut qu'à un moment donné, il y a différents plans de densité, puis il y a de l'énergie qui passe d'un plan à un autre. Mais c'est parce que l'univers, comme on nous l'explique à mes yeux, est impossible. J'ai jamais cru, euh, j'ai jamais cru à l'espace, même étant enfant. Et quand j'étais tout petit, j'avais une petite boîte que j'étais persuadé que quand la boîte était fermée puis qu'aucune lumière pénétrait à l'intérieur, il y avait un espace infini de contenu dans la boîte. Mais une physique Mhm. oscillatoire serait capable de définir les lois qui font que ça, c'est possible. Juste par une science de l'oscillation, on pourrait, comme je disais, éliminer l'espace d'une certaine façon, on pourrait le plier. Mais il n'y a rien de réel par rapport au mouvement des particules, à part les structures fréquentielles de l'oscillement. Ça existe un peu comme une échelle d'un dégradé. Un peu Oui, ben, dans comme le fond, est-ce que tu le reviens spectre. Ouais, c'est un lumineux? peu comme le spectre chromatique. OK. Mais en réalité, est-ce que tu en viens aux propos que peut être tenu, par exemple, par des constructivistes qui vont dire que l'espace, en réalité, c'est tout simplement une construction, une vue de l'esprit, là? Non. OK. Non, non. Si l'espace existe juste en tant que représentation, ça voudrait dire que certains phénomènes des lois physiques cesseraient en dehors de la perception humaine. Fait que c'est un peu comme des idéalistes à l'extrême, dans le sens que oui, l'espace existe parce que le mouvement existe. Mais il y a de l'espace, oui, mais c'est une illusion pareille. C'est une illusion de la perception. C'est pas l'espace qui est une illusion parce que c'est une perception. Non, non, je comprends ce que tu veux dire. Tu n'iras pas dans le sens du constructivisme, fait que tu faut rester avec une vision quand même positiviste, dans le sens que l'espace existe en soi, mais en tant qu'illusion qui va être perçue par l'individu. Moi, ben, c'est difficile à définir l'affaire d'existence ou de pas existence. L'espace va exister selon des lois, mais je veux dire, pas besoin de. Comment je pourrais dire? L'espace, il existe spatialement pour nous au niveau de notre perception parce qu'on est dans un espace-temps donné, puis qu'on évolue selon une ligne de temps. Mhm. Mais en dehors de ça, si l'espace existait réellement comme on le perçoit, il y a un paquet d'autres phénomènes qui seraient pas possibles. Je veux dire, comme le fait que le temps semble malléable, entre autres, c'est juste l'espace, on va se rendre compte de ce qu'est l'espace quand on va se rendre compte qu'il y a d'autres espaces. C'est un peu ça, je veux dire. L'espace n'existe pas en tant qu'absolu. Mhm. Il n'existe pas en tant qu'espace unique. Je pense qu'un point dans l'espace peut contenir d'autres espaces. Ben là, on peut en venir à des réalités fractales. Ah oui, si on génère des champs qui énormes, qu'on envoie des fréquences très 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 élevées,
Je suis persuadé qu'on peut modifier l'espace. Je suis persuadé qu'on peut modifier même la mémoire de la forme, juste en changeant, juste par des phénomènes assez simples, des phénomènes juste par des champs magnétiques, puis des mises à faire vibrer certaines structures métalliques. Je suis persuadé qu'on peut modifier le temps, on peut modifier l'espace, on peut se promener. Mais c'est ça, là, à ce niveau-là, il va falloir avoir dépassé la notion que l'atome est... Dans le fond, l'atome, c'est une porte, là, je veux dire, Mhm. d'un plan à un autre. Mais il va falloir sortir de la physique à ce niveau-là. Sinon, on ne pourra pas même. Est-ce que c'est nécessaire qu'on démontre ça? Je suis persuadé qu'il y a même des astronomes qui s'en rendent compte de ces phénomènes-là, juste par des choses qu'ils observent. C'est clair que, par exemple, si on prend un soleil, Mhm. juste une étoile comme le soleil, je suis persuadé que, dépendamment de où tu te situes dans le soleil puis de son activité, il peut y avoir des modifications de l'espace puis du temps. Je suis pas certain que le soleil soit comme on nous le dit. J'ai toujours, à un moment donné, ça me dit que c'est un phénomène électromagnétique. Que c'est un peu comme, il y a beaucoup de matière métallique. Puis il dit, il y a des phénomènes un peu comme une sphère de métal dans un micro-ondes qui crépiterait. Mhm. Genre, le soleil se consume pas. Mais il y aurait un phénomène, oui, il y a des particules de relâcher puis tout, mais il brûle pas comme un matériau qui brûlerait. Plus un phénomène électromagnétique, un peu comme un métal à cause qu'il est dans un champ comme de micro-ondes qui se mettrait à crépiter, puis la sphère devient rougeoyante, puis finalement, sous la surface, qui ne peut pas faire autrement qu'être semi-liquide, il y a d'autres surfaces solides, puis finalement, à cause du phénomène le côté pôle magnétique, puis tout, il y a possiblement des couches qui flottent un peu comme Mhm. de la peau d'une soupe, d'une pâte aux tomates, là. Il y a des couches qui flottent les unes sur les autres, puis il y a différents niveaux où la matière devient plus liquide ou moins liquide, plus visqueuse ou moins visqueuse. Finalement, on a affaire à différentes couches métalliques, les unes sur les autres, qui bougent très rapidement, qui engendrent au niveau magnétique toutes sortes de phénomènes. Donc, possiblement que le Soleil n'a pas le choix de créer de l'espace en lui-même. Il y a quelque chose possiblement de l'idée d'une machine naturelle qui permettrait de se promener Ben, il y en a d'un... qui disaient que les soleils, c'était des portails sur d'autres réalités. Puis on parlait de la télésérie tantôt de la Porte des Étoiles auquel je faisais allusion. Bon, ben l'étoile qui est un portail, ça pourrait être un soleil qui est un peu comme un trou de verre ou un trou noir, nous mettrait en interrelation avec d'autres niveaux de réalité. Ben, je pense que juste de s'approcher du Soleil avec certains types de véhicules, on constaterait des changements au niveau de la perception. Le cerveau humain est extrêmement fragile. Peut-être que c'est pas pour rien qu'on vit dans un environnement protégé. Mais dès qu'il y a des phénomènes électromagnétiques, par exemple, qui entrent en ligne de compte par rapport au cerveau, il y a des phénomènes étranges qui se produisent, notamment de la précognition, puis des phénomènes bizarres. Il y a du monde même, tu sais, par rapport à comme des antennes à micro-ondes, des choses comme ça, ou pendant des crises d'épilepsie, vont voir des choses futures, des phénomènes étranges. Il y a quelque chose de lié à ça. Il semblerait aussi que possiblement, si certaines montagnes sont très magnétisées, dépendamment les niveaux de fer qu'il y a dedans, puis que ça change la perception des habitants qui en approchent. Puis je suis persuadé que le Soleil, c'est un peu comme ça, mais puissance 10, puis que quelque part, les lois de la physique comme on la connaît, quand on est rendu à une certaine distance, là, proche du Soleil, là, notre physique à nous, à un moment donné, cesse d'être valide. Parce qu'on n'est plus dans du aussi dense.
on a abouti dans une autre physique plus subtile, tu sais, plus ce que j'appellerais vraiment là, la, la, la mécanique vibratoire qui fait dans le fond que notre univers existe en tant que perception, mais c'est pas qu'il n'existe pas en dehors de notre perception, mais c'est inconcevable. Ça peut pas être perçu d'une façon parfaite mais je suis persuadé que si jamais un jour ils viennent à bout de fabriquer des véhicules qui ont la capacité de s'approcher du Soleil, que les scientifiques vont avoir des surprises au niveau de leurs instruments, qui va finir par avoir des modifications même au niveau du temps, possiblement. Ben, il y a déjà une expérience avec des horloges nucléaires qui avaient été déplacées. Il y en a une qui est envoyée dans l'espace, il y en a une qui reste sur la Terre, puis il va y avoir un décalage entre les deux qui va être observé là, par la suite. Ah oui, puis ces lois-là s'exercent d'une façon mécanique en dehors de la perception. Je veux dire, le temps n'est pas juste une perception. L'être humain a la capacité de se servir de sa perception comme un véhicule. Mais ça ne veut pas dire que le temps est juste une perception. Non, non, ben, je comprends que c'est au-delà de la perception dans une optique pure constructiviste, mais quand même, ici, c'est sûr que si on fait référence à la théorie de la relativité qui explique que, par exemple, deux horloges, le temps va varier parce que tout est relatif. Ouais. Mais les physiciens, comme par exemple, on est allé dire que la métaphysique, c'était de l'hyperphysique. Il y en a qui sont allés dire ça, mais au niveau de la philosophie classique, la métaphysique, c'est tout le temps de la spéculation un peu. Mais les vraies sciences intéressantes commencent où on n'a pas le choix de spéculer. Dans le sens que quand que la physique va être une vraie hyperphysique, on n'aura plus besoin de la métaphysique. On n'aura pas besoin de spéculer. Donc là, on va être sorti de même, si on regarde la mécanique quantique, puis ces choses-là, ça a l'air un petit peu encore mal dégrossi, dans le sens, ça a l'air... c'est drôle hein, que tous les types de physique se sont succédés. Dès qu'une apparaît, on se rend compte que l'autre, oui, il y avait peut-être des aspects désuets, mais avec le temps, on voit que ça commence déjà à prendre un goût de vieux. Il s'en vient d'autres choses. À un moment donné, va falloir unifier Mhm. certaines choses qu'on pensait impossibles séparément. Je veux dire, il y a certaines affaires qui sont... on va entrer dans ce qui, au niveau intellectuel, de plus en plus va sembler en apparence du paradoxal. On va se rendre compte que certaines choses contradictoires peuvent exister simultanément dans notre univers. Mhm. Donc, il n'y a pas de, il y a pas nécessairement besoin de loi absolue. Même à un moment donné, possiblement qu'on va se rendre compte que juste, par exemple, notre tableau périodique des éléments, Mhm. que c'est pas un tableau, que finalement il y a d'autres éléments qui manquent, puis que ça forme pas, ça va pas nécessairement former un tableau comme on le conçoit. Dans le sens, ça va s'imbriquer, ça va continuer. C'est comme le scientifique russe qui l'avait trouvé. Il avait écrit des éléments chimiques sur des cartes, puis il s'était mis à se rendre compte en faisant une sorte de jeu de patience que ça s'emboîtait parfaitement, puis ça faisait un tableau. Bon, ben un jour, on va remonter plus loin, puis on va se rendre compte que oui, ça s'imbrique parfaitement, puis que ça forme pas, même pas un tableau en 2 dimensions, mais qu'on peut aller plus loin que ça. Puis que un élément va pouvoir finalement, dépendamment de ce qu'on parle, de l'état de la matière, va pouvoir toucher à d'autres éléments qui ne touchaient pas. Puis, Oui, oui, ben, je comprends. C'est comme quelqu'un qui joue au tic-tac-toe en 2 dimensions. Il peut jouer en 3 dimensions aussi à plusieurs échelles, puis multiples dimensions, voire. ben oui, c'est comme si tu prends MC Escher, les principes de tessellation, c'est des formes qui peuvent s'emboîter les unes dans les autres à l'infini, mais en 2 dimensions. Mhm. Mais le même principe existe en 3 dimensions. Puis c'est des choses autorégulées, dans le sens que à un moment donné, on va passer de tout ce qu'on représentait en 2 dimensions pour des raisons de synthétiser le réel, mais on va se rendre compte que non seulement c'est encore plus réel qu'on pensait, qu'on n'a pas à le synthétiser. Puis on va le voir en 3, on va se rendre compte qu'il y a de la dimensionnalité à l'infini.
C'est des affaires de loi d'infinité. Puis à ce moment-là, les, euh, les physiciens ils vont être presque rendus comment je pourrais dire ça? Un jour, il y aura plus ben de, qu'on le veuille ou pas, là, je le sais qu'il y en a que ça les choque, là, mais qu'on le veuille ou pas, le côté que les scientifiques ont de mystique, puis le côté des fois qu'on peut avoir de savants, que peuvent avoir les philosophes ou des religieux, va falloir à un moment donné que ça se fusionne puis que ça s'annule. Je veux dire, si le plan matériel, c'est le corps physique de Dieu, puis que on est dans le sens au niveau d'un principe macrocosme, microcosme, qu'on est des diffractions de l'intelligence universelle, puis il va falloir un jour qu'il y ait plus de différence entre un savant du spirituel et un savant de la science. Ben oui, Je veux qu'il y ait une dire, science unifiée là, ouais, par rapport à tout ça. ben oui, puis sans tomber dans sans tomber dans une sorte de religion matérialiste. Ça n'a pas besoin de l'être. L'être humain ne devrait pas vivre une dichotomie entre le matériel puis son psychique, puis entre la matière, puis après, il est tout pogné. Il a une identité qui est pas réelle, puis il s'identifie à des choses qui sont pas réelles, puis finalement, ça fait que les gens pensent, ah ben j'ai cette personnalité-là parce que génétiquement, j'ai ce corps-là. Ou puis finalement, tout est prédéterminé mécaniquement. C'est parce que là, non, il y a autre chose, là. Je veux dire, on peut pas non plus devenir des matérialistes totaux dans le sens qu'on va être des totaux, là, dans le sens de des tatas. Ça, Oui, mais on peut être des tout de... immatérialistes, comme en parlait le Georges Berkeley, là, puis André Moreau avec le moniste immanentis. Ouais, mais c'est parce que les autres, ils aboutissent à l'idée que tout est représentation, puis la matière n'existe pas. Tu sais, la table, c'est comme l'exemple de Berkeley, il dit est-ce que la table existe ou elle n'existe pas, ou que... Moi, je vais plus loin, je trouve la question inutile. Je veux dire, ça change rien. Tu sais, je veux dire, réveille-toi en pleine nuit, puis prends-toi les pieds dans la table, puis ça change rien que tu sois... que tu y crois ou pas à la matière. Dans le sens que si tout est représentation, Mhm. mais comme j'invite les gens qui sont intéressés par Berkeley, ces petits ouvrages, il y a son traité de l'immatérialisme, dans lequel il va se servir de certains exemples pour invalider la physique de Newton. Mais les exemples qu'il donne pour invalider la physique de Newton, aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, ça se tient plus. Notamment la perception du chaud et du froid, puis ce qu'on s'installe du système nerveux, puis il y a des choses là-dedans qui se tiennent plus. Mais Berkeley, ce qui est intéressant, c'est que lui, il va dire la table est une représentation. Mhm. Elle existe dans ma perception. Mais je peux pas prouver qu'elle existe vraiment. Je peux pas sortir de ma perception pour voir si elle existe vraiment. Entre autres, là, des spéculations même qui sont sorties. D'une certaine façon, c'est pas fou parce que ça vient dénoncer certains aspects que oui, c'est vrai. Je veux dire, comme par exemple, comment le cerveau humain peut concevoir, percevoir de la lumière en tant que masse opaque dans laquelle pénètre aucune lumière. Puis ça, il y en a, au niveau de leur intellect, ils bug quand ils pensent à ça. Mais c'est complètement ridicule. Le cerveau est lumière. Mhm. Je veux dire, si je pouvais rendre quelqu'un complètement transparent puis qu'on le regardait dans le noir, on verrait l'électricité dans le cerveau. Ça ressemblerait à l'électricité statique en mouvement. C'est certain qu'on finirait par voir quelque chose dans le noir complet. Je veux dire, l'être humain est lumière, il est fait de lumière. C'est normal que même il perçoive la lumière, qui est une densification au niveau physique de ce qu'on pourrait appeler de la lumière à d'autres niveaux. Mhm. Mais, mais tu dis ça à quelqu'un, tu dis comment se fait que l'être humain, le cerveau humain est capable de concevoir puis de percevoir de la lumière à cause que, alors que lui-même est une masse opaque, sombre. Les gens, ils bug. Ils ont le cerveau qui bug. C'est ça de la philosophie. Ouais.
C'est c'est Tu ça. sais, je veux dire, c'est de la lumière, le cerveau. C'est pas vrai que c'est une masse sombre dans laquelle pénètre aucune lumière. Il y a des photons qui nous passent à travers du corps. Tu Mm. sais, mais c'est pour ça de pas. Là, on prend une philosophie du 17e siècle, du même 18e, je sais plus trop Berkeley. Il me semble c'est. En tout cas, tu sais, je veux dire, un évêque irlandais, c'est sûr que ces notions par laquelle, après ça, il aboutit à l'idée que la matière n'existait pas. Oui, mais lui, c'est un théologien. Je veux dire, c'est un évêque, il voulait aboutir à l'idée que Dieu est l'ultime réalité. Oui, Mais c'est pas sûr qu'il y a un besoin contexte de. religieux derrière ça. Ben, c'est comme, il y a un livre qui est écrit, Berkeley, c'est l'obéissance, traité de l'obéissance volontaire, je pense. Puis Berkeley, là-dedans, il dit, toute autorité vient de Dieu, et Dieu étant omniscient et omnipotent, il faut toujours obéir sans réfléchir. Puis il explique ça, c'est quelque chose qui est écrit pour ses élèves, parce que comme ceux qui savent, là, à Berkeley, l'université de Berkeley en Californie, c'est par rapport à Berkeley. Berkeley a fondé, c'était un directeur d'école dans le fond, puis finalement, lui, il arrive à ça, puis il dit, il explique ça à ses élèves. Tu sais, il faut soyez obéissant, puis docile, puis tout. Pourquoi? Puis là, il explique ça par l'autorité de Dieu. Puis son livre, le traité de l'autorité, de l'obéissance volontaire, c'est un des livres les plus enrageants que j'ai lus dans ma vie. J'ai trouvé ça profondément stupide. C'est un des livres les plus stupides que j'ai jamais lus. C'est la dernière chose que je dirais à mes élèves, moi, de toujours obéir sans réfléchir d'une façon automatique parce que toute autorité vient de Dieu. Puis qu'au fond, c'est pas toi qui mènes ta vie. Puis moi, c'est parce que là, ça aboutit à dire à l'être humain, arrête d'être expérimental, arrête d'évoluer, t'es déjà parfait grâce à Dieu, puis obéis à ce que je te dis. Mhm. C'est tout. Ben, ça, drette là, j'ai un petit peu de misère. Après ça, on aboutit à un immatérialisme qui est dans le fond une forme de... On détruit la matière en la divinisant quelque part. Le, par où Berkeley y arrive pour venir nous expliquer que la matière n'existe pas, en se servant de vieux conflits entre les matérialistes puis les immatérialistes. C'est intéressant dans le sens où elle a ouvert la porte aux idéalistes allemands. Dans l'idée de représentation, oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre la représentation dans mon esprit, qui est une reconfiguration informationnelle, et l'objet en lui-même, Mhm. qui a servi de support pour la représentation. Est-ce que ça vient démontrer que le monde des représentations est le seul qui existe, puis que le plan matériel n'existe pas? Non. Je veux dire, à mes yeux, ça marche pas comme ça. Les deux existent de façon multidimensionnelle. C'est-à-dire que au niveau de mon système nerveux, j'ai des reconfigurations qui existent en tant que pensée perçue ou construite, si on peut dire, contextuellement. Ça, c'est un plan qui existe en lui-même, qui est un petit peu moins dense que le plan matériel qui est représenté. Mais étant donné que, tu sais, je veux dire, on s'en sortira pas, là. Mais c'est parce On qu'au s'en... niveau que la matière n'existe pas, si je le prends à un niveau plus contemporain, c'est que les recherches scientifiques qui ont été faites par les physiciens, bon, il y a les atomes, il y a les quarks, ensuite on va appeler le boson de Higgs, que certains appellent la particule de Dieu, puis probablement qu'en dessous de ça, on trouverait autre chose, autre chose. Fait que c'est sans fin. Fait que Ouais. il y a tout le temps d'éléments derrière les éléments. Fait que finalement, la matière, c'est quoi? C'est une espèce de champ vide à au-dessus de 99%. Puis Ouais. il y a certains éléments qui sont là. Fait qu'essentiellement, comment dire, en tout cas, moi, j'en viens à la conclusion que si plus qu'on creuse, puis plus qu'on trouve des catégories sans fin, fait qu'il y a comme pas d'existence en soi ou très peu, là. Ouais, mais c'est parce que si on part d'un immatérialisme pur, tous ces éléments-là que tu viens de me nommer sont des représentations. C'est comme on est dans c'est axiomatique comme raisonnement. C'est-à-dire que ta conclusion est définie par elle-même. C'est un circuit fermé, dans le Ouais. sens que les particules, le boson de Higgs, tout ça, c'est toutes des représentations
dont on ne peut pas prouver l'existence en dehors en tant qu'autre chose qu'en tant que représentation. Puis ça viendrait prouver que la matière n'existe pas. Oui, mais tous ces éléments-là qu'on vient d'énumérer pour démontrer que, je veux dire, c'est comme si on définit quelque chose par lui-même. Je veux dire, la matière n'existe pas parce qu'en étudiant la matière, on se rend compte qu'elle n'existe pas. Il y a de quoi de... C'est comme plus tu pars de l'axiome que la matière n'existe pas, puis après tu te sors des éléments de la physique pour démontrer ta thèse. Moi, je le vois comme ça, Non, parce que c'est non, un peu mais comme... je comprends ton propos, là. C'est sûr qu'en effet, avec le recul, bon, on peut dire, OK, c'est une pensée qui est circulaire que j'amène dans ce sens-là. C'est parce que la mémoire de la forme est là, dans le sens où on perçoit une linéarité. Il y a une mémoire de la forme, c'est-à-dire que même si un objet solide va être composé d'éléments en mouvement, il y a des lois qui font qu'il va y avoir une reconfiguration dans l'espace puis dans le temps d'une forme donnée. Mhm. C'est ça la matière. C'est plus un des principes de l'énergie, c'est plus un des un absolu en lui-même. C'est sûr que la matière en tant qu'absolu n'existe pas toute seule, séparément, je veux dire, parce que d'une certaine façon, tu as les hyper-matérialistes mécanistes qui vont nier un paquet d'autres phénomènes d'une façon totalement, je veux dire, c'est subjectif, là, tu peux pas le Mais démontrer à puis de ce façon. stade-là, est-ce que tu dirais que la matière est fondamentalement information? Ben oui, si c'est converti en tant qu'information, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui voyage dans le sens que il y a du mouvement, là, je veux dire, de l'informe. C'est de la forme puis de l'informe, c'est de l'information. Mais je peux pas dire que la matière n'existe pas ou qu'elle existe d'une façon absolue. C'est un état, la matière. C'est lié à... tu sais, c'est ça, c'est un état. C'est pas... c'est dépendant de d'autres lois, de d'autres états. Tu sais, c'est un état. Je peux pas dire qu'il n'existe pas. C'est comme, sous prétexte qu'un bloc de glace peut fondre ou s'évaporer, on nierait l'existence de la solidité possible de l'eau. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que vu que l'état peut changer de forme, ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Ah non, c'est un état. Ouais. C'est comme si on disait, ben, un adjectif, ça n'existe pas vraiment, c'est une vue de l'esprit. Parce que c'est pas comme un nom ou un mot. Ben oui, ça existe en tant que forme pour le langage. Je veux dire, ça dépend de quoi on parle. C'est quoi, comment est-ce qu'on définit l'existence de quelque chose? Moi, je dirais que c'est parce que c'est le côté effectif, tu sais, je veux dire, c'est comme si on dirait, ouais, mais c'est comme la peur, c'est abstrait, ça existe pas. Tu sais, je peux pas prendre 2 grammes de peur puis rajouter ça dans 3 grammes d'eau puis mélanger ça. Non, mais la peur au niveau du comportement humain est effective, elle va avoir un effet, elle va avoir une incidence. Donc, elle existe. Je veux dire, c'est effectif. Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, c'est juste qu'il y a une différence. Est-ce qu'on définit l'existence comme de la matérialité pure qu'on peut quantifier? Parce que même là, on va finir par se rendre compte que la matière physique qui a une masse, c'est bien relatif, là. C'est lié à un espace-temps précis, mais dans l'absolu, il n'y a rien qui... Tout est en mouvement tout le temps, tout bouge tout le temps, tout change tout le temps. Ça veut dire qu'on va finir, si on continue dans des idées trop philosophiques, puis comment je pourrais dire ça, de l'intellect qui vient à bout par des paradoxes à se replier sur lui-même, on va finir par aboutir à l'idée que l'existence n'existe pas, Ou que la réalité est une hallucination informationnelle. que la réalité est irréelle. Tu sais, c'est ça, là. C'est parce que c'est toutes des affaires qui sont intéressantes dans l'intellect, au niveau de l'intellect. Mais l'idée de savoir, d'affirmer l'assertion, l'axiome selon lequel la matière existe ou l'axiome selon lequel la matière n'existe pas ne sert à rien, ni un ni l'autre. Les deux servent à rien dans les faits. Je peux rien faire avec, dans le sens que si la matière n'existe pas,
Ben, ça n'empêchera pas le fait que je vis quand même dans un monde matériel, puis que je peux pas l'empêcher, ça. Je veux dire, quelqu'un qui philosophiquement décide qu'il est d'une philosophie matérialiste, puis la matière n'existe pas, ça va pas l'empêcher de, ça va pas, il peut pas appliquer ça dans sa vie, quand je vois pas comment. Dans le sens, la matière, les contraintes matérielles vont être encore là. C'est Mais juste au niveau de la perception, peut-être qu'existentiellement, au niveau psychologique, ça fait son ben, affaire ça de va penser changer ça. son rapport au monde. La personne, ça va changer son rapport à la réalité ou ce qu'il perçoit. Là, ouais. Est-ce que ça change la réalité? C'est une On bonne reste dans les question. représentations, c'est ça que je veux dire, c'est de la philosophie. Ça change pas la réalité. Je veux dire, la personne, une fois qu'elle nie l'existence de la matière, est-ce qu'elle a le contrôle sur la matière? Tu sais, ou est-ce que ça change son rapport à la matière? En tant que représentation, oui, mais dans les faits, non. Je veux dire, si tu nies que la matière existe, dans les faits, dans ton rapport avec la matière, tu n'as pas acquis ou perdu quoi que ce soit. Mhm. Donc, c'est des considérations, parce que pour Berkeley, l'immatérialisme, il menait à la foi. Mhm. C'était lié beaucoup à la vision qu'il y avait du divin. Mais dans le monde moderne maintenant, admettons que tu dis, bon, ben la matière n'existait pas, puis que là, les gens te disent, OK, prouve-le. Tu vas juste pouvoir, par des argumentaires, essayer de démontrer que la notion qu'on a de matière est peut-être pas, est peut-être liée à des représentations, oui, et à des concepts, mais c'est tout. Tu peux, est-ce qu'on peut aboutir à une technologie qui est basée sur le fait que la matière n'existe pas? Je sais pas, là. La technologie, c'est de la matière souvent. Ou Mhm. c'est lié à la matière, c'est une technique, c'est de la technologie, ça va être un système automatisé, il y a une technique, fait que ça prend, faut au moins jouer Mais ça avec donne des certains explications au principes. niveau psychique, dans le sens que quelqu'un qui vit une expérience où il reçoit la même pensée qu'une autre personne à plusieurs milliers de kilomètres, bon, mais si on part d'un principe que la matière n'existe pas, puis qu'on n'est pas séparé des autres à partir du concept de champ quantique, bon, ben à ce moment-là, ça veut dire que ça devient explicable, c'est plus paranormal, ça devient explicable que, bon, on n'est pas séparé de la même idée. Moi, je trouve que c'est explicable avec la matière aussi. Mon idée que l'assertion selon laquelle la matière existe Mhm. vient pas enlever rien. Ah ben en fait, c'était plus dans le sens que si la personne a une assertion à l'effet que la matière existe, puis que le corps humain ou l'être humain est juste matériel ou biologique, comme entité séparée des autres, ben là, à ce moment-là, la dimension psychique qui te permettrait d'accéder à une information parce que tu serais multidimensionnel serait pas possible. Dans le fond, il faudrait plus aboutir à l'idée la matière existe en tant qu'état, mais c'est pas tout. Voilà. Pas besoin d'empêcher la matière d'exister. Je veux dire, c'est ce qui définit, entre autres, à première vue, dans la physique, l'existence. Le fait qu'il y ait de la, tu sais, je veux dire qu'il y a une densification matérielle, là, tu sais, c'est pour ça que c'est des notions que je trouve, c'est comme, admettons que je déclare que la matière n'existe pas, puis que la mort est une illusion, puis que j'essaie d'intégrer ça dans le sens c'est des principes que je considère comme réels, Mhm. puis absolus, ben je vais pas, je veux dire, je vais pas tout d'un coup être capable de contrôler la matière par ma pensée, puis cesser d'être malade physiquement, là. C'est, c'est pour ça, je veux dire, le seul moyen d'arriver à une pratique avec ça, Mhm. comme quoi la matière n'existe pas, ben là, il faut en faire usage maintenant que la matière n'existe pas. Or, toutes les façons et les moyens que j'ai de faire usage du fait que la matière n'existe pas, à mes yeux, passent par une compréhension plus approfondie du fait que la matière est juste un état de l'énergie. La matière est juste ça, un état. Dans le sens, c'est un peu comme si on définit l'état solide ou l'état gazeux. Le gazeux en lui-même n'existe pas, c'est un état d'autre chose par lequel d'autres choses peuvent exister en tant qu'état, mais
si on se met à... C'est comme s'il y a eu il y a tout le temps eu un conflit chez l'être humain entre sa vision du monde, le plan matériel, puis le monde subtil des pensées, puis du Mhm. divin, l'esprit, Oui. la matière et l'esprit. L'être humain, il arrive pas à réconcilier ça, parce qu'il est pas dans sa multidimensionnalité. Il n'y a pas de centre encore. Donc, il va nier un ou l'autre. Il y a bien des scientifiques qui vont nier l'esprit, ils vont nier l'âme, ils vont nier tout ça. Puis tu en as d'autres, des gens plus spirituels ou qui ont un intérêt pour certaines philosophies, ils vont nier la matière. Mais c'est juste pour pallier le fait que l'être humain n'est pas intégral, que l'individu n'est pas intégral. Il n'a pas le choix de se créer une imago mundi, c'est-à-dire une vision du monde. Mhm. Mais ça reste que ça, c'est des représentations. Ça le dit une imago, c'est juste une image. Non, non, mais je Donc, comprends. Il y a de la polarisation d'un camp matérialiste ou immatérialiste là, qui peut se faire. parce que, tu sais, moi, que la matière existe ou pas, ça change rien. Je veux dire, ça revient au même. Parce que la matière n'existe pas d'une façon absolue. C'est plus qu'un objectif, quasiment. C'est un état, c'est un aspect, c'est une dimensionnalité des choses. Donc, tu sais, ça n'a pas besoin d'être un absolu, la matière. Non, ben je comprends. Ben peut-être que tu vas dans le sens que la matière est une partie au niveau densifié énergétique d'une autre énergie au niveau, par exemple, que certains vont appeler le plan éthérique ou nouménal qui existe. Parce que dans le fond, on a donné des noms aux choses pour se situer. Mais c'est tout. Il est là le monde des représentations qui, lui, n'existe pas dans le fond, qui est totalement subjectif. On n'a pas accès au réel d'une façon directe. On a besoin d'engendrer des formes. On a besoin des formes. C'est pour ça qu'on pense d'ailleurs. On peut pas faire autrement que d'interpréter la réalité parce qu'on n'est pas réel dans le fond. Mais là, moi, à mes yeux, dire la matière existe ou dire la matière n'existe pas, à mes yeux, les deux n'ont pas d'allure. Je veux dire, Mhm. les, les lois de ce qu'on pourrait appeler la matière vont continuer de s'exercer quand même. Je veux dire, c'est comme quelqu'un m'arriverait à dire la matière n'existe pas, je ben démontre-le-moi. C'est un peu comme quand Diogène assistait à un exposé, puis il y avait un philosophe qui expliquait qu'il n'y a pas d'espace ni de mouvement. Puis il expliquait, il dit par exemple, si je tire une flèche avec une arche, pour que la flèche quitte l'arche, il faut qu'elle, avant de franchir la totalité de sa distance, la flèche elle traverse la moitié de sa propre distance avant de traverser ensuite la moitié de sa propre distance, la moitié de la moitié de la moitié de la propre distance. La flèche ne peut pas quitter l'arc Mhm. parce que ça se divise à l'infini. Diogène de Sinope s'est élevé, il est allé sacrer une claque d'en face de celui qui faisait l'exposé, comme Will Smith, puis il est allé se rasseoir. Puis là, l'autre avait dit, voyons, pourquoi est-ce que vous me frappez? Il a dit, ben oui, mais j'ai jamais quitté ma place. Il aurait fallu que je franchisse la moitié de la distance, ensuite la moitié de la moitié de la distance. C'est une illusion, le mouvement. Vous venez de le dire. Comment est-ce que je pourrais être allé vous frapper? C'est impossible selon votre exposé. On aboutit à ça, là. C'est pour ça que j'ai de la misère avec la philosophie, c'est-à-dire que c'est pas important la façon dont l'être humain en tant qu'ego, au niveau de ses formes dans sa perception, puis son mental, puis de sa mécanique de réflexion, va accorder aux choses. C'est pas important. Ce qui est important, c'est le réel. Dans le sens, admettons que le feu pogne chez nous, que je pense que la matière existe ou pas, la maison, elle va brûler pareil. Ben oui. Donc, c'est comme quand bien même je me dirais, ah, ben, c'est juste une représentation, je vais être obligé d'aller au motel pareil. Je vais être obligé d'aller dans la représentation. Tu sais, je veux dire, si on vivait dans un monde qui n'est que représentation de la matière, ça reviendra au même que de vivre dans un monde matériel. Ça change strictement rien. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Par contre, c'est sûr qu'en ayant une vision, comme tu dis, qu'il existe de la matière, mais autre chose, ben là, ça permet d'expliquer des phénomènes qu'on va dire paranormaux, que sans ça, il y avait seulement une perspective immatérialiste qui pouvait les expliquer, là. Ouais, ben, au fond, je pourrais même dire, il existe que de la matière, mais sous d'autres états aussi.
C'est juste que les humains, on appelle plus ça de la matière quand c'est rendu sous. Mais il reste que c'est tout le temps le même phénomène sous différents états. Oui, oui, ben c'est comme par exemple la glace, qui est de l'eau densifiée, alors que l'eau, lorsqu'elle est évaporée, elle existe toujours, sauf qu'elle est en suspension dans les airs, donc elle a moins de densité, mais c'est toujours la même eau, la même énergie qui sous-entend Ben le tout. oui. Au fond, c'est le monde des représentations qui est pas, qui existe pas, qui est pas réel. C'est... Excellent, donc à bientôt. Au revoir.